Beaucoup ont vu dans la crise des subprimes la confirmation des thèses d'Iman Minsky, un économiste américain qui n'avait pourtant reçu jusque-là que peu d'attention. Si on devait résumer la pensée de Minsky, on dirait que les crises découlent de l'instabilité financière qui est inhérente au système. Ce qui engendre cette instabilité ? La stabilité, nous dit Minsky. Cette réponse, a priori paradoxale, a de quoi en déconcerter plus d'un, de prime abord, et elle invite par là même à se pencher sérieusement sur la théorie qui sous-tend cette affirmation. Depuis la crise de 2007-2008, les travaux de Minsky ont connu un net regain d'intérêt parmi les économistes, et tous ceux qui, partout dans le monde, travaillent à une meilleure régulation du système. Et c'est pourquoi il est important de reconsidérer Minsky sérieusement. Iman Minsky est né à Chicago le 23 septembre 1919 et est décédé à Rhinebeck, dans l'État de New York, le 24 octobre 1996, d'un cancer du pancréas. Ses parents, socialistes convaincus, avaient fui la Russie à la suite de la révolution de 1905 pour venir s'installer à Chicago. Sa mère, Dora Zakon, était active dans le mouvement syndical naissant. Son père, Sam Minsky, était quant à lui membre de la section juive du Parti socialiste de Chicago. Iman avait un frère plus jeune de 7 ans. La famille Minsky a dû se déplacer à New York pour raisons professionnelles. Iman était à l'école George Washington quand ses parents ont décidé de se séparer. De retour à Chicago avec sa mère, il intègre l'université en 1937 pour poursuivre des études de mathématiques. L'année qui suit son entrée à l'université de Chicago, sa mère décède. Son père le soutient financièrement, mais Iman reste seul à Chicago. Il se réfugie dans les études et s'intéresse progressivement à l'économie. Il est alors fortement influencé par Oscar Lange, qui, à cette époque, travaille sur ce qu'il appelle le socialisme de marché, qui se veut être une synthèse entre pensée marxiste et néoclassique. Le professeur Henry Simons est aussi une source d'inspiration pour le jeune Minsky. En particulier, l'idée de Simons que l'économie réelle peut être fragilisée par le système bancaire et financier va conditionner les futurs travaux de recherche de Minsky. Après avoir obtenu un bachelor de mathématiques en 1941, Minsky entreprend des études d'économie à Harvard. Mais la Seconde Guerre mondiale l'oblige bientôt à les interrompre. Il est appelé pour servir dans l'armée américaine, notamment en Europe. Il ne reprendra ses études d'économie que 4 ans plus tard, en 1946, toujours à Harvard. Il suit alors les cours d'Alvin Hansen, qui enseigne la nouvelle économie keynésienne, mais c'est sous la direction de Joseph Schumpeter qu'il va préparer son doctorat. Parallèlement, il accepte un poste d'enseignant à l'université de Brown, à Rhode Island. En raison du décès de Schumpeter en 1950, Minsky va terminer sa thèse seulement en 1954 sous la direction de Vassili Leontiev. L'année suivante, il épouse Esther Doris de Pardo, avec qui il aura 2 enfants, Diana et Alan. En 1958, il accepte un poste de professeur à Berkeley, qu'il quittera en 1965 pour l'université Washington à Saint-Louis, où il restera jusqu'à la fin de sa carrière en 1990. Il sera conseiller et membre du conseil d'administration de la banque locale, la Mark Twain Bank, ce qui contribuera à parfaire sa connaissance du monde bancaire. Minsky a beaucoup emprunté à d'autres économistes pour construire peu à peu sa propre théorie des fluctuations du système capitaliste. Le plus évident d'entre eux est Keynes. Et d'ailleurs Minsky est souvent associé au courant post-keynésien, même si lui n'a jamais vraiment approuvé cette filiation. Il insistait plutôt sur ce qui le distinguait du post-keynésianisme, comme sa mise en avant du rôle du financement et des institutions financières dans une économie capitaliste. De toute évidence, le Minsky des années 1950 n'est pas le même que le Minsky des années 1990, si bien que, selon le Minsky auquel on se réfère, on peut lui trouver des liens avec différents auteurs et différents courants de pensée. Comme Schumpeter, qui avait été son directeur de thèse, Minsky voyait le capitalisme comme un processus évolutif, fait de déséquilibres successifs, avec le crédit bancaire jouant un rôle déterminant. L'idée que l'économie réelle est vulnérable aux crises provenant du système financier est aussi très présente chez Henry Simons, dont il avait été l'élève à Chicago. Minsky reprend aussi à son compte
le modèle de l'économiste polonais Michał Kalecki, selon lequel les investissements déterminent les profits. Enfin, on peut aisément établir une correspondance étroite entre la théorie de la déflation par la dette de l'économiste américain Irving Fisher et la théorie de l'instabilité financière de Minsky. Pour Minsky, le système capitaliste est foncièrement instable ou fragile. Les crises qu'il traverse sont dues à son caractère, à sa nature propre. Autrement dit, si on le laisse faire, le système capitaliste finira toujours par engendrer des crises. Minsky s'est attaché à expliquer le pourquoi et le comment de cette fatalité, et l'on retrouve l'essentiel de sa théorie dans l'ouvrage « Stabiliser une économie instable » publié en 1986. Le plus surprenant est cette affirmation que la stabilité du système engendre l'instabilité, ce que Minsky appelle le paradoxe de la tranquillité. Minsky considère que l'élément perturbateur est l'investissement et ses modalités de financement. Keynes avait déjà souligné que les fluctuations de l'investissement étaient à l'origine des cycles économiques. Mais pourquoi le niveau d'investissement fluctue-t-il ? La décision d'investir dépend de la rentabilité attendue de l'investissement, qui est incertaine par rapport au coût de son financement. Du coup, le niveau global d'investissement va varier selon le degré d'optimisme ou de pessimisme des entrepreneurs quant à la rentabilité attendue des investissements. Minsky va compléter l'analyse de Keynes en développant une théorie du financement de l'investissement. Pour lui, la fragilité du système dépend de la manière dont sont financées les dépenses d'investissement. C'est là que l'action des intermédiaires financiers joue un rôle déterminant. Minsky distinguait trois sortes de structures de financement. Dans la première, celle dite du financement couvert ou prudent, la rentabilité attendue de l'investissement couvre le remboursement de l'emprunt, intérêt compris, sur un horizon court. Dans la deuxième, qualifiée de spéculative, le rendement attendu couvre seulement le paiement des intérêts, mais la dette doit être renouvelée pour rembourser le capital. Enfin, dans la troisième, celle du financement à la Ponzi, le rendement attendu ne permet plus de régler les intérêts de la dette. Les investisseurs s'endettent en pensant que leurs actifs vont suffisamment s'apprécier pour couvrir leurs risques. Quand ce n'est plus le cas, il est alors nécessaire de vendre des actifs ou de s'endetter davantage pour éviter la faillite. La fragilité du système augmente à la fois avec le levier financier, c'est-à-dire le rapport dette sur fonds propres, et avec la qualité des actifs financés, c'est-à-dire la capacité des investissements à générer suffisamment de trésorerie pour couvrir le service de la dette. Plus la part de financement spéculatif et Ponzi s'accroît, plus la fragilité grandit, et avec elle, le risque de crise. Mais qu'est-ce qui pousse prêteurs et emprunteurs à évoluer d'une structure de financement à l'autre, à prendre plus de risques en somme? Minsky considère que les périodes prolongées de prospérité, où le système est stable, renforcent la confiance des agents économiques qui, du coup, sont incités à prendre davantage de risques pour continuer à faire des profits. De là, l'idée que la stabilité crée l'instabilité. On pourrait alors se dire que la Banque centrale est en mesure de calmer les ardeurs des banques et des spéculateurs en diminuant son offre de monnaie et en augmentant les taux d'intérêt avant que la machine ne s'emballe. Oui, mais pour Minsky, l'offre de monnaie, la liquidité et les taux d'intérêt relèvent davantage de la politique et de l'action des banques commerciales que de celle de la Banque centrale. Autrement dit, l'offre de monnaie, la liquidité et les taux d'intérêt sont endogènes au système. Supposons que la Banque centrale décide de mener une politique restrictive en réduisant son offre de monnaie et en augmentant ses taux directeurs. Minsky nous dit alors qu'au début du cycle, lors de la phase d'expansion de l'activité économique, les banques commerciales, qui sont des entreprises innovantes, cherchant à améliorer leur profitabilité, vont essayer de contourner les contraintes imposées par la Banque centrale pour continuer à financer les investisseurs. C'est ainsi que vont apparaître de nouveaux instruments, de nouvelles pratiques et de nouveaux acteurs financiers, ce qu'on appelle le shadow banking, la finance de l'ombre. La hausse des taux d'intérêt s'avère être aussi une source de profit pour les banques,
qui vont accroître leur volume de financement en innovant. Des pressions inflationnistes peuvent alors surgir, obligeant la Banque centrale à durcir sa politique, ce qui entraîne une nouvelle hausse des taux et donc de nouvelles sources de profit pour les banques, de nouvelles innovations, et ainsi de suite. Pendant cette phase, l'offre de monnaie augmente avec le volume de financement. Mais même en l'absence d'un durcissement de la politique de la Banque centrale, les taux d'intérêt finiront par monter, nous dit Minsky, et ceci pour deux raisons. Lors de la phase d'expansion, quand les taux d'intérêt sont relativement bas, que les premiers investissements réalisés s'avèrent rentables, la confiance s'installe, l'aversion au risque diminue, et le système glisse d'une phase de financement prudent à une phase de financement plus spéculatif. Emprunteurs et prêteurs prennent davantage de risques. Les ratios d'endettement augmentent aussi bien chez les uns que chez les autres. La structure des bilans se modifie. Davantage de dettes, moins de fonds propres. Peu à peu, la préférence pour la liquidité augmente. Les banquiers finissent par diminuer leur offre de financement avec l'augmentation des risques et les emprunteurs liquident leurs actifs pour améliorer leur ratio dette sur fonds propres. Pour autant, ils ne vont pas nécessairement diminuer leur demande de financement, car les projets d'investissement longs déjà engagés peuvent nécessiter un renouvellement des crédits. En conséquence, la réduction de l'offre de financement couplée à une stabilisation, voire à une augmentation de la demande de financement, va pousser les taux d'intérêt à la hausse en dehors de toute action de la Banque centrale. Outre les variations de l'offre et de la demande de financement, qui exercent une pression à la hausse des taux d'intérêt, il y a une deuxième raison qui explique la montée des taux d'intérêt lors de la phase ascendante du cycle, qui n'est pas liée à l'action de la Banque centrale. En effet, pour se couvrir contre l'accroissement du risque de défaut de leurs clients, les banques vont aussi augmenter le taux d'intérêt sur le volume de prêts qu'elles continuent d'accorder. Il arrive un point, un moment de retournement, qu'on appelle désormais le moment Minsky, où l'accumulation de dettes spéculatives et de Ponzi est à ce point que le système bascule dans une spirale déflationniste telle que l'a théorisé Irving Fisher en 1933. Les investisseurs dans leur ensemble cherchent à liquider des actifs pour pouvoir rembourser leurs dettes. Ce mouvement entraîne de facto une baisse de la valeur de ces actifs, ce qui conduit à de nouvelles ventes de la part des investisseurs qui craignent que les prix ne continuent de baisser. Les banques, voyant la situation des débiteurs se dégrader de plus en plus, vont restreindre leur offre de crédit, ce qui peut conduire à un credit crunch, une véritable pénurie de crédit, avec des taux d'intérêt en forte hausse. Si la déflation est assez forte, elle peut entraîner une hausse de la valeur réelle des dettes, c'est-à-dire de leur valeur nominale moins l'inflation, alors même que le désendettement a lieu. On en arrive au paradoxe décrit par Fisher, où plus les débiteurs remboursent, plus ils doivent. Jusqu'à quand cette spirale perverse peut-elle continuer ? À cette question, Minsky répond que la Banque centrale et l'État ont un rôle capital à jouer pour apaiser les esprits. Il faut que la Banque centrale baisse ses taux directeurs et injecte massivement des liquidités dans l'économie. Elle doit jouer le rôle de prêteur en dernier ressort, en somme. Enfin, pour prévenir l'instabilité, il recommande une réglementation bancaire adaptée et un contrôle plus strict des innovations financières. L'État doit aussi jouer un rôle plus important pour assurer le plein emploi et stabiliser le système. La véritable contribution de Minsky à la théorie des cycles est d'avoir mis en lumière le caractère déstabilisateur des acteurs du système bancaire et financier dans une économie capitaliste. Faut-il en conclure pour autant qu'il s'agit de la seule source d'instabilité du système, qu'il n'y a jamais de cause exogène, que l'État et la Banque centrale ne jouent aucun rôle dans la genèse des crises. Enfin, on peut aussi se demander si les solutions préconisées pour stabiliser un système instable ne s'avéreraient pas pires que le mal. Quel en est en fait le prix à payer ? Car il ne faut pas oublier que dans tout cycle, il y a au préalable une phase d'expansion, ce qui n'est contesté par personne, et que somme toute, en longue période, le gain obtenu dans les phases d'expansion excède la perte subie lors des phases de crise. Il n'y a qu'à regarder l'évolution du niveau de vie depuis 1900 pour s'en convaincre, alors même que plusieurs crises majeures ont jalonné le XXe et le début du XXIe siècle. Chercher à éviter les crises ou à en réduire les effets a nécessairement un coût.
Si un agent économique souhaite se protéger contre un risque quelconque, il prend une assurance ou adopte un comportement prudent. Dans les deux cas, cela se paye soit par une police d'assurance, soit par un manque à gagner, un coût d'opportunité. Il n'y a pas lieu de penser qu'il en serait autrement à l'échelle macroéconomique. Il faut donc bien s'assurer que le coût des solutions imaginées pour stabiliser le système n'excédera pas le gain que l'on en attend. Sans quoi, on risque de jouer aux apprentis sorciers et d'engendrer d'autres moments Minsky.